À 1200 km de Montréal, perdue en pleine forêt dans le nord québécois, apparaît cette ville qui ne ressemble à aucune autre dans le monde. Elle est protégée par un mur écran. On peut un peu s'imaginer un bâtiment de 300 étages, mais couché sur le côté. Le mur écran, pour moi, il est là, puis il est important, c'est une protection. Le 2/3 de toute la superficie de la ville est protégée par la fonction protectrice des vents du mur écran sur les vents dominants. Cette structure unique, de plus d'1 kilomètre de long, est là pour protéger la ville du froid et du vent. Architecturellement, aujourd'hui, on en fait quelque chose qui serait une icône, finalement. Parce que c'est un geste qui est très fort. C'est encore un modèle d'organisation en milieu subarctique. Située au bout du monde, à 570 km au nord de Baie-Comeau et à 30 km du Labrador, la mine du Mont Wright extrait 15 millions de tonnes de concentré de minerai de fer par année. Le Mont Wright est un des très importants gisements de la région, un gisement qui permet d'exporter des produits qui sont tout à fait en demande sur les marchés internationaux. Au début des années 1970, la ville de Fermont est née de la volonté d'une compagnie d'exploiter la mine du Mont Wright. Mais il faudra y loger des employés dans un milieu plus qu'hostile. Il faut comprendre qu'on est en climat subarctique. Il y a 8 mois d'enneigement par année. Là, aujourd'hui, il fait beau, mais je me rappelle, à la Barrière, on avait pris le mois de janvier à tous les 19 heures. Et la moyenne était plus de moins 40 degrés Celsius. Ça te donne une idée? Fermont est situé au-delà du 53e parallèle. Les vents forts du nord balayent tout sur leur passage. La neige abondante est un trait caractéristique des régions subarctiques. Pour faire face au climat, on construit alors une ville qui se donne des allures de véritable château fort protégé par un mur écran. Une architecture unique pour un coin de pays unique. Une première en Amérique. Bien, ça l'était absolument. C'est ce qu'on appelle la conception d'une ville de la 5e génération. Mais là, c'est la dernière. Il n'y en a pas eu d'autres après. Le projet de mise en valeur du gisement minier du Mont Wright est ambitieux. Il faut d'abord implanter l'infrastructure pour procéder à l'extraction et au traitement du minerai de fer. Mais aussi, il faudra héberger les futurs employés ainsi que leurs familles, qui se retrouvent parachutés en milieu subarctique. Les soumissions pour construire cette nouvelle ville devaient être totales. Ce qui veut dire qu'elle devait inclure autant le prix de la fabrication de la clé d'une porte que les honoraires des ingénieurs qui ont conçu ce site. On peut se le dire, un exercice fastidieux et complexe. Québec Quartier Mining, eux autres, nous ont donné le mandat de faire une ville pour 3500 personnes, incluant toutes les facilités, dont les magasins, les écoles, tout ce qui, les bureaux de poste, tout ce qui sert à une ville complète qui puisse abriter 3500 personnes, et puis aussi un complexe pour célibataires qui appelait des vanelles, eux autres, dans le temps. Hein. Et puis ça, c'était pour mettre peut-être 300-400 hommes célibataires qui venaient travailler là. On approche alors l'architecte Maurice Desnoyers. Évidemment, c'est à travers des amis qui me demandent à un moment donné, Maurice, est-ce que ça t'intéresse de faire une ville? Moi, je regardais sur la table, j'ai dit combien de dry martini le gars a pris, tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Alors, ben oui. Ben écoute, on était à l'auberge Saint-Tropez, imagine, ici à Montréal. Là. Alors, il dit, mets-moi donc, avant la fin de la journée, c'est au lunch, là, dans une feuille, ce que tu penses dans ta tête être une ville
dans un climat sous-arctique. Avant Fermont, d'autres villes ont été créées de toutes pièces par des compagnies minières, dont Gagnon, située à 170 km plus au sud. La compagnie minière avait déjà l'expérience de l'organisation urbaine de Gagnon et voulait vraiment diminuer l'impact de la vie en région hivernale. Cette ville-là était construite comme une banlieue de Montréal. Ça veut dire qu'ils ne prenaient pas en considération, mais pas du tout, le confort des citoyens. Ça veut dire que quelqu'un qui avait son bungalow, puis allait au centre d'achat, il fallait qu'il parte à travers la neige, traverser les rues, puis... Alors ça, on voulait éliminer ça. La chute de la demande de minerais de fer au début des années 1980 entraînera la fermeture de plusieurs mines. Certaines villes, comme Shefferville et Gagnon, disparaissent alors littéralement de la carte du Québec. Mais Fermont survivra. L'architecture de la ville de Fermont sera plutôt inspirée par des projets similaires en Suède, comme ceux de Ralph Erskine et sa ville minière de Svappavaara. Lui, il a utilisé pour la première fois un mur coupe-vent, là, c'est-à-dire des structures en hauteur de 5-6 étages, là, pour protéger des unités résidentielles, mais c'était strictement en résidence. Alors nous, on a dit, hey, on va rendre ça multifonctionnel. On va tout incorporer. Les concepteurs au niveau du Fermont, c'était effectivement des visionnaires. Norbert Schonauer, l'urbaniste, Maurice Desnoyers, l'architecte, avec leurs équipes, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a reconnu qu'au niveau de l'histoire de l'architecture ici au Québec, que c'était un moment important. Ces allées de quilles, comme la piscine ou l'aréna, le bureau de poste ou l'épicerie se trouvent entre les murs du mur. Il y a des activités sportives qu'on fait, les quilles. On aime la piscine. Puis tous les magasins sont ici. Dans le fond, c'est le noyau de la ville. Moi, ce que j'aime l'hiver, il fait moins 40, puis je décide d'aller à la piscine. Il n'y a pas besoin de m'habiller pour aller à la piscine. Je pourrais y aller en costume de bain. Mais là... c'est le bon côté, c'est sûr. Le mur est un lieu aussi de rencontre. C'est un lieu où ce que les gens vont socialiser aussi en même temps. La rue intérieure, là, d'1 kilomètre, a été conçue avec des zones de réunion, des zones de rencontre. Ouais. Et ça a favorisé, dans un milieu aussi éloigné que Fermont, évidemment, l'interrelation entre les citoyens. Et ça a été merveilleux. Bien, il y a deux côtés d'une médaille. Le bon côté, c'est que tu côtoies les gens que tu aimes, puis avec qui tu as des activités, puis socialement, il y a beaucoup de regroupements social. Puis, mais l'autre côté, bien, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas le rencontrer pareil. Ça ne nous a pas inquiétés pantoute. On est venu ici. Puis... On aime connaître notre monde, puis être entouré de gens qu'on connaît, puis leur dire bonjour. Mais cette proximité, combinée à l'isolement, n'est pas faite pour tous. Là, tout de suite en arrivant, là, ça n'a pas fait. Oui, puis on même sorti de l'aéroport, puis on tourné, puis... non, il faut quand même une certaine dose d'ouverture, je pense. Ça prend une tournure d'esprit particulière et qu'on retrouvait d'ailleurs dans le passé. On a toute une tradition au Québec de travailleurs forestiers, d'agriculteurs en nouvelle région de colonisation qui se lançaient comme ça en pleine nature, en pleine forêt et qui vivaient à la dure. Bien, il y a une tradition, je pense, chez les Québécois d'apprécier ce mode de vie-là. Au début des années 1970, on amorce la construction du mur-écran. En période d'effervescence dans la construction du Québec, trouver des travailleurs prêts à s'isoler dans le Nord n'est pas une mince affaire. Avec l'expérience qu'on avait dans le Nord, on n'avait pas trop de problèmes à se récupérer du monde, mais c'est qu'à ce moment-là, il y a eu plusieurs projets, comme l'Expo, la baie James qui partait. Et à ce moment-là, récupérer le monde, ça devenait un plus grand problème. Arriver ici dans le bois, et en hiver, avec plus d'1 mètre de neige à peu près partout, quand en bas, on était sur la pelouse. Ça fait que ça a été un méchant choc.
Les premiers travaux de déboisement du site de la nouvelle ville commencent à l'été 1971. En janvier 1972, les travaux de construction des maisons pouvaient alors débuter. Enfin, on débutera la construction du mur en juin 1973. Pour moi, là, c'est bien sûr qu'un mur, on parlait d'un windscreen à l'époque, c'était le terme, le mur a jamais été utilisé, c'est le mot windscreen. Fait que donc, pour nous, là, c'était toujours le windscreen, mais dans ma tête à moi, là, je savais pas c'était quoi. Je l'ai appris au fur et à mesure qu'il se construisait. Puis je me disais, et ceux qui vont travailler là, ça va être quelque chose. Marc Dumont quitte la maison pour se rendre au travail. Comme pour 50% des habitants de Fermont, cela veut dire qu'il s'en va à la mine du Mont Wright. Moi, je suis formateur. Je forme sur les camions, les niveleuses, les tracteurs, les bouteurs, les petites chargeuses, les loaders. Puis, c'est ça, c'est les camions de production. Ça, en fait, là, ça fait partie de notre job, là, de former ces gens-là, les accréditer pour qu'ils puissent être bons. En tout cas, on les amène assez pas pire, là. Bon. Alors, 7h30 le matin, c'est le changement de corps. Les travailleurs viennent chercher les camions qu'on va leur donner pour la journée. Nous sommes au changement de corps. Une équipe de plus de 1000 hommes et femmes travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine à exploiter la mine. Ils conduisent des camions dont les pneus, eux seuls, mesurent 4 mètres de haut. Hey, c'est vraiment impressionnant. Contrôle de la machinerie à l'aide d'une télécommande, ou même ils vont forer des trous pour y enfouir de la dynamite qui fera éclater des tonnes de roc. Un travail dangereux, exigeant, fait dans un climat extrême. Il y a en contrepartie de l'isolement une rémunération, des avantages qui sont non négligeables. Et d'ailleurs, même si le transport est parfois difficile entre ces villes isolées, il y a des avantages qu'on leur accorde pour des congés et des déplacements vers le sud, pour regoûter, si on veut, à la vie des grandes villes du sud. Depuis l'ouverture de la mine, la valse des camions est incessante. Une chose est certaine, si la mine de Mont Wright n'existait pas, Fermont n'existerait pas. Ici, sur le belvédère de Pauls Peak, on peut voir l'immensité de l'affaire. Les camions qu'on voit qui transportent de 200 à 240 tonnes de minerais par voyage apparaissent minuscules. Bien sûr, la ville de Fermont, la communauté fermontoise, à cause du développement économique, du besoin des ressources, est appelée à grandir et à croître encore, et pour des dizaines et des dizaines d'années, si on s'en fie au potentiel minier. Donc, dans la mesure où le prix du fer est très bon, le gisement s'est révélé extrêmement intéressant et permet d'exporter des produits qui sont tout à fait en demande sur les marchés internationaux. Sur les ailes du succès, confiante dans ses possibilités et dans la compétence de ses hommes, la compagnie minière Québec-Cartier s'envole à la recherche de nouveaux défis. En voici un de taille, le Mont Wright. Au début des années 1970, la compagnie minière souhaite construire le plus près possible de la mine la nouvelle ville où logeront les travailleurs et leurs familles. Ah ben, ça, là, la première fois que j'ai mis les pieds à Fermont, écoutez bien ça, pour le choix du site, là, ils m'ont embarqué dans un hélicoptère, OK? Puis là, au-dessus, il y avait le lac d'Avio, puis c'était un beau terrain, hein? En pente, là, la topographie s'en va avec un point haut qui en pente légère vers le lac. Puis là, ils me descendent, mais il y avait 6 pieds de neige.
Alors, il est derrière moi. C'est une vallée dans laquelle il y a une certaine pente. Donc, tout au niveau de l'ingénierie, de l'installation des conduites d'eau, etc., c'est beaucoup plus facile. Et était ceinturé sur presque 2/3 de sa superficie par le lac qui est devenu le lac d'Avio. Comme aucune forêt ne protège naturellement la ville, il faut maintenant trouver la meilleure orientation pour que le mur stoppe la neige et le vent glacial. C'est qu'on a fait une maquette en dur, en plastique, pour étudier la forme de nos bâtiments par rapport à l'accumulation de la neige. Et c'est intéressant, c'est qu'on a placé notre maquette dans un canal d'eau, hein, et qui, selon la mécanique des fluides, des eaux, hein, on a utilisé du sable fin de silice blanc qui simulait la neige. OK? Donc, le courant d'eau simulait le vent et le silice blanc, la neige. Et là, on voyait vraiment l'accumulation de la neige. Hein? Et on s'est rendu compte, après quelques années, que tout ce qu'on a fait dans le laboratoire, ça s'est avéré. C'est intéressant. Le mur écran étend ses bras de chaque côté de la ville avec une pointe qui est pointée vers la direction des vents dominants en période hivernale, qui est nord-nord-ouest. Alors, le mur écran joue vraiment le rôle pour lequel il était initialement constitué, qui était de protéger la ville des vents dominants pendant la période hivernale. Le mur coupe-vent, qui a 55 pieds de hauteur, OK? D'après les données connues à l'époque, ce mur-là protégeait les 2/3 de la superficie totale de la ville. Les citoyens ils pouvaient prendre l'air puis suivre le bâtiment à l'extérieur. Et on créait là un microclimat qu'on ne retrouvait que 400 000 ou plus au sud. Oui. C'est difficile d'être contre ça, entre nous. Surtout à moins 40. Ce soir, l'équipe de hockey Pee-Wee de Fermont reçoit celle de Labrador City. Le match a lieu à l'Arena qui, elle aussi, se trouve à l'intérieur du mur écran. Donc, c'est pas juste une palissade, c'est vraiment une construction moderne, multifonctionnelle et à vocation de centre-ville et très rassembleur au niveau de la population. Aujourd'hui, il fait anormalement chaud pour le mois de février. Moins 12 avec un soleil de plomb. Par rapport au réchauffement de la température, c'est à Fermont qu'on le voit le plus. Pour moi, là, je vois vraiment la différence avec les années passées au niveau du réchauffement, 35 ans après. Laurence Turbide profite du beau temps pour marcher avec sa fille. La doyenne de la ville est là depuis le début. Comme beaucoup de familles de travailleurs miniers, elle est venue à Fermont lorsque la ville de Gagnon a été fermée, laissant derrière elle sa maison. Depuis sa création en 1959, Gagnon n'avait pas cessé de croître. C'est une ville qui a toujours connu le plein emploi. Mais la situation a changé. Une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de la tête des 3200 résidents de la ville, dont 1000 travaillent à la mine. La menace de fermeture de Sidbeck-Normine et de la municipalité de Gagnon fait que le spectre de la ville fantôme hante tout le monde. C'est assez inquiétant. On sait pas beaucoup à quelle place qu'on s'en va. Si les femmes, on va douer de s'en aller, ça donne ailleurs. C'est surtout ça qui m'amène de l'amertume de voir que ma vie a été prise ici pour établir un futur sans fin, puis qu'aujourd'hui, il faut que je pense à que c'est une fin. Oui, il fallait tout faire le ménage des maisons comme il faut, là, puis il fallait pas qu'il y ait de bris après le mur, il fallait tout qu'ils réparent ça avant de lâcher la maison. S'il manquait des affaires dans la maison, il fallait qu'ils payent pour. S'il avait brisé les murs, il fallait qu'ils payent. Après ça, ils ont tout rentré dans la terre.
Oui, c'est triste, certain. C'est un peu inévitable que lors de l'épuisement d'un gisement, éventuellement il faille fermer la ville minière. Et dans le cas de Gagnon, on l'a rasé complètement. Croyez-le ou non, on est devant ce qui reste du centre-ville de Gagnon. Située à 175 km au sud de Fermont, la ville a été complètement rasée et abandonnée. À part les souvenirs, tout ce qui reste de Gagnon est le clocher de l'ancienne chapelle, installé juste devant la petite église de Fermont. Une année d'après, là, on reconnaissait plus nos rues. On se reconnaissait plus, là. C'est venu tout en... Comme c'est là, présentement, là. On distingue pas les rues, on sait pas jusqu'où on restait, rien. Comme Fermont et Gagnon, Shefferville a aussi été créé pour accueillir les travailleurs des mines de fer. En fait, à partir des années 50, des compagnies minières construisent de toutes pièces quelques villes plus profondément à l'intérieur des terres. On peut se dire au milieu de nulle part. Et donc, si les quantités, les teneurs de minerais diminuent, les gisements autour sont plus productifs. Si le marché du fer diminue, à cause des difficultés, par exemple, des sidérurgies américaines, à ce moment-là, la survie même de la ville est menacée. Alors, dans le cas de Gagnon, la compagnie Québec-Cartier est allée voir plus loin si elle pouvait avoir d'autres gisements. Et c'est là qu'ils ont découvert le gisement du Mont Wright, qui comportait des quantités considérables de minerais. Avec le développement du gisement du Mont Wright, qui est quand même assez loin de Gagnon, trop loin pour qu'on puisse faire la navette, on va installer une nouvelle ville, qui est la ville de Fermont, à proximité de ce gisement-là, pour une durée d'exploitation prévue d'une trentaine d'années, peut-être plus. L'expérience des habitants de Gagnon va être mise à profit. On fermait la ville de Gagnon, et on déplaçait les habitants à Fermont. Donc, on connaissait les futurs habitants de la ville de Fermont. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai demandé à l'administration de Port-Cartier la permission de faire de la consultation de citoyens. Il y a eu un comité consultatif qui est venu donner son opinion sur la sélection des lieux et même sur la sélection de l'organisation urbaine nordique et des maisons. Il y avait un comité d'une dizaine de femmes qui étaient à l'époque de Gagnon. Et il y a eu des suggestions que j'ai retenues. Si le mur est fait pour contrer les affres de l'hiver, le reste de la ville doit aussi s'adapter au milieu nordique. Ici, pour faire face au froid et au vent, une arme, la densité. Regarde bien ça, là. À Fermont, le territoire nécessaire pour loger nos gens, 190 acres. Si on avait utilisé les principes de Gagnon ou de Port-Cartier, 450 acres, ça prenait. Le premier concept innovateur de la ville de Fermont préconise un plan à tissu urbain très dense, afin de rendre les distances de marche plus courtes entre les différents espaces construits. On n'a pas densifié au détriment du confort. Au contraire, c'est qu'on éliminait toutes les distances indésirables entre les éléments. Un citoyen, il a besoin des services. Alors, il est obligé de sortir de chez lui, puis il s'en va. Puis là, le vent. Là, c'est pas ça. Il est protégé partout. Il est protégé partout. Le 2/3 de toute la superficie de la ville est protégée par la fonction protectrice des vents du mur-écran sur les vents dominants. Et même la densité urbaine, la concentration de maisons et de population est plus grande dans ces deux premiers tiers-là. Puis au pourtour, ben là, on retrouve plus des bungalows séparés, alors que à l'intérieur de la surface protégée, il y a plus de duplex, il y a des maisons en rangée. Et l'ensemble des rues est fait pour faciliter la circulation piétonnière à l'intérieur de la protection du mur-écran. Ici, tout est prêt, très prêt. La densité de la population est de 26 personnes par acre, soit 3 fois plus élevée que les autres villes subarctiques.
Bon, alors, vous voyez là que c'est pas seulement le confort, évidemment, le confort des soins, mais en plus, l'économie. Hey, les travaux publics au canal, par exemple. Hey, ils nous aimaient, hein? C'est bien sûr. Ou bien non, ils nous aimaient pas parce que ça réduisait son contrat. La compagnie O'Connell faisait partie d'un consortium de 4 compagnies qui ont chapeauté la construction de Fermont. 56 autres entreprises ont participé comme sous-contractants à la construction du mur et de la ville. Si les conditions climatiques étaient rudes, l'échéancier, lui aussi, l'était. La cédule, c'était extrêmement important par le fait que le plus tôt qu'ils peuvent commencer, le plus tôt qu'ils commencent à produire, puis c'est la seule façon que les dollars rentrent, c'est en vendant des tonnes de minerais. Le consortium n'avait pas de temps à perdre. Les travailleurs non plus. Cantonnés au milieu de la forêt sud-boréale, ils n'avaient qu'une chose en tête. C'est travailler, puis travailler, puis travailler. C'est ça qui était à peu près la vie des gens là-bas. Les conditions étaient difficiles. Oh, oui. On était 90 jours de temps avant de pouvoir redescendre. J'ai travaillé 84 heures minimum par semaine, sans arrêt. On travaillait même le dimanche. On a travaillé beaucoup le dimanche, à un moment donné, mais il faut aussi considérer que notre personnel, ça prend une journée là, pour se reposer de temps en temps, parce que eux, ils veulent aussi travailler 7 jours par semaine, parce qu'ils travaillent 7 jours par semaine, les dollars sont là aussi. C'est une ambiance de construction. C'était travail, d'art, puis fête à l'occasion. Ça, c'était dur. Pour les agents de sécurité. Le vendredi, il y avait un petit autobus, une minivan qu'on appelait, qui normalement transportait les gens qui descendaient ou qui revenaient à l'aéroport. Mais le vendredi, c'était pas le cas. Jamais personne ne revenait de l'aéroport parce que la minivan était pleine de bière, de caisses de bière. Par contre, durant les fins de semaine, on avait un autobus qui nous emmenait du campement à Labrador-Cité, le vendredi, le samedi. Puis après ça, c'était tous les vendredis soirs et samedi soir. Et puis on revenait à nos roulottes et puis là, ça jasait, on prenait un verre. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça. Les gens sont tranquilles. Ça fait donc les travailleurs récupéraient leur caisse de bière, plaçaient ça dans leur chambre, puis pas le vendredi. Le samedi soir, ça commençait à fêter. Ça fait que nous, les agents de sécurité, de l'époque, on devait essayer de garder un contrôle pour les gens qui, eux, travaillaient, les quelques-uns qui travaillaient, mais essayer de garder un contrôle. Ah, je vais te le dire que c'était pas toujours le fun. Il n'y avait pas de madame ici, il y avait seulement des messieurs. Ça fait que la musique, la boisson, puis on était prêt pour recommencer le lundi matin. Le chantier de la ville de Fermont ne fait pas exception des autres de son époque. Les syndicats sont puissants et jouent dur. Nous étions dans les grosses années de syndicats où l'ouvrage, il y en avait plein au Québec à ce moment-là. Ça fait que donc, ça travaillait, mais je te relate un fait. En 1974, au mois de mai, on a dû fermer le chantier ici et le chantier de Montréal, évacuer tous ces travailleurs-là. Nous fermons, je crois que c'était près de 1200. Évacuer tous ces travailleurs-là. Nous, ça avait pris 42 heures continues pour évacuer le chantier. Ça travaillait plus, ça avançait plus. Je te donne un exemple. Partir du garage municipal présentement, qui donne plus ou moins 1 kilomètre, l'autobus des travailleurs à venir sur le chantier de construction, ça prenait près d'1 heure. Ça fait que donc la compagnie minière, après discussion avec les consortiums, ont décidé de dire, bon, on arrête et on va reprendre quand on va être prêt. Et finalement, en juillet de la même année, sous de nouvelles directives, les chantiers ont repris tranquillement. Mais à ce moment-là, tous les travailleurs qui se présentaient à Fermont avaient été vérifiés au CRPQ, au Centre de renseignement de la Sûreté du Québec. Ça fait que donc ceux qui avaient des dossiers criminels ne montaient pas travailler soit à Montréal ou soit à Fermont. En plus du mur écran, la ville aussi prend forme rapidement. C'est toutes des maisons préfabriquées. Ça, c'était fait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Arrivé en 2 sections ou 3 sections, dépendant de la grandeur de la maison.
Et puis, eux étaient transportés près du salage, en fait. Là, et donc, ben, tout était numéroté. C'est planifié, ça, c'est au pouce près. On a vu la journée record, je pense qu'ils installaient 4 maisons par jour. Mais ça, c'était exceptionnel. Il faut que tout soit parfait, que pas de troupe qui ne vendent pas non plus, parce que quand ils lèvent ça, puis quand le vent balance ça, là, c'est... Non, 4 maisons, c'était un record. Une moyenne, je dirais, c'est plutôt 2 maisons par jour. Les conditions rencontrées à Fermont demandent aussi que l'on adapte les méthodes de construction et l'urbanisme. Au point de vue construction, c'est évidemment qu'il faut que ça soit creusé beaucoup plus profond. Les conduites d'eau sont enfouies très profondément, beaucoup plus profondément que des villes dortoirs de la ville de Montréal. Donc, des conduites d'eau enfouies à 10 pieds dans le sol, des bornes fontaines qui sont chauffées par des fils électriques. Un tissu urbain où les maisons sont très densément situées. La densité est très grande. Les maisons sont rapprochées parce qu'on voulait diminuer la longueur de rue à nettoyer pendant le long hiver et lors des grosses tempêtes. Toutes les rues sont des intersections hantées. Il n'y a pas d'intersection en croix. Ça diminue de façon significative les risques d'accidents et de collisions quand on roule à l'année sur une surface de neige durcie. Donc, on a développé un concept d'organisation urbain nordique. L'urbanisation a été conçue comme ça, avec toutes sortes de détails qui ne sont pas toujours visibles. Mais le plat de résistance de la ville est sans nul doute le mur écran. Une bâtisse si immense cachée dans le fin fond du Nord. C'était presque impensable. Nous, on en discutait avec les ingénieurs de SNC à l'époque, puis ils nous disaient on a un peu de difficulté à concevoir un chef-d'œuvre comme ça. Il est 20h15 et Gilles Côté est toujours au travail. Pour des raisons de santé, cet ancien mécanicien à la mine du Mont-Wright a dû se recycler. Mon travail consiste à faire les réparations qui s'imposent dans tous les logements d'ArcelorMittal, dans le mur écran. Quand les gens quittent ou quand les gens ont des problèmes, ils nous appellent, puis on va faire les réparations nécessaires. Monsieur Côté est lui-même locataire d'un appartement dans le mur. C'est comme si je travaillais dans mon sous-sol. Et quel sous-sol! Vous pouvez vous imaginer, dans un bloc appartement de 400 logements, il se passe plein de choses. De la plomberie, maçonnerie. Tout. Un peu tout ce qui se fait dans une maison. Alors, on a à toute fin pratique une équipe d'environ 22 personnes qui travaillent à temps plein à l'entretien préventif et l'entretien réactif du mur écran. Il y a du travail en masse. C'est pour ça qu'il manque. Comme à soir, je suis en overtime. Temps supplémentaire. Parce que cet appartement-là, il veut l'avoir pour donner à quelqu'un. Ça veut dire que quand la demande est là, il faut qu'il y en ait de près. En plus de l'entretien, la compagnie propriétaire a voulu que le mur soit de son temps, celui de l'efficacité énergétique. Et quand on parle d'un système de chauffage qui peut fonctionner 8 mois par année, moins consommer d'énergie représente des économies importantes. Ça a été bâti en fonction des technologies de construction qu'on avait il y a 35 ans. Depuis, on a continué d'améliorer. On a travaillé énormément sur l'amélioration des systèmes de chauffage, la relocalisation d'unités, modernisation d'unités. On a changé l'ensemble de toute la fenestration au cours des années. On a changé le parement extérieur, réisolé. On est passé, si je ne m'abuse, de 14 millions de kilowatts à 9 millions de kilowatts de consommation par année, donc une diminution de près du tiers de toute la consommation à cause des interventions d'entretien qu'on a fait sur nos infrastructures. On a même eu la chance de bâtir des panneaux solaires qui permettent de préchauffer l'air qu'on prend à l'extérieur à moins 30, moins 35 pour l'amener à des températures plus intéressantes et diminuer le gradient thermique de l'air qu'on a à chauffer. Donc, bien sûr, au fil des ans, on a continué en fait d'améliorer cette infrastructure-là. Mais certaines caractéristiques du mur ne peuvent être changées, comme la protection contre les incendies. Le mur, c'est un méchant gros complexe. Puis, à quelque part, il a été construit avec le code du bâtiment des années 70. Ça fait donc que c'était quand même un peu faible. Puis encore aujourd'hui, malheureusement, on doit vivre avec ça. La prévention, c'est beaucoup plus facile à faire que faire des interventions d'un immeuble aussi gros.
Parce qu'on parle de 500 logements aussi, mais contenant une petite ville, centre d'achat, centre commercial, école, tout ça rassemblé dans un seul bâtiment. Mais là, je parle de plus ou moins 100 mètres de long. C'est plus de 300 pieds. Je suis rendu à 25 000 mètres carrés. Pour les plus vieux, c'est 225 000 pieds carrés de surface. C'est bien sûr que si le feu prend dans ça, je vois pas qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on a travaillé fort pour les systèmes d'alarme, les systèmes de détecteurs de fumée, tout pour essayer de s'améliorer. Ça pourrait être catastrophique d'avoir un feu d'importance dans un bâtiment de même. Donc, on mise beaucoup sur la prévention. Et par le même fait, la compagnie nous aide beaucoup dans ce sens. Lorsqu'on y apporte des suggestions, ils sont à l'écoute et ils prennent action là, pour faciliter la tâche des pompiers. Et évidemment, les équipements doivent aussi être adaptés au milieu. C'est pourquoi les bornes fontaines sont chauffées. Mais un élément stratégique joue en faveur des pompiers de Fermont. Il suffit d'être avisé à temps, parce que les délais sont courts aussi. La caserne fait partie de ce mur-là. Fait que les délais d'intervention sont très courts. Le mur de Fermont est isolé, ce qui explique qu'il est totalement inconnu de beaucoup de Québécois. Tout le monde me demande, finalement, le mur, tu sais, les gens ils pensent que c'est une espèce de mur, là, tu sais, une muraille de Chine, là, ça a l'air un vrai ça. Là. Et nous autres, moi, je leur explique que ça a l'air d'une grosse polyvalente. Donc, on disait que pour tous les éléments d'ensemble de départ, on avait fait un exemple, il fallait seulement qu'il y ait une flèche qui parte de mon ensemble de départ, puis seulement de mon ensemble d'arrivée. C'est sûr que pour nous autres, c'est normal. On a grandi avec ça. On était jeunes, on allait à l'épicerie dans le mur. On allait à la piscine dans le mur, on allait à l'école dans le mur. Ou même, la piscine, on disait pas que c'était dans le mur, mais plus les magasins étaient dans le mur, pour nous autres, c'est bien normal. Mais quand on en parle à Québec aux autres, ils font comme « Ah, wow! Ouais, mais là, vous marchez dans le mur. » Quand on regarde du côté touristique, au niveau régional, que ce soit au niveau de provincial et même dans le monde, c'est certain que c'est le mur qui fait en sorte que les gens accrochent avec le mur écran. L'Est de Québec, là, les gens connaissent le Québec, je dirais. Le Québec, un peu. Puis à l'ouest de Québec, là, Fermont, souvent, j'ai même eu des problèmes de douane parce que les douaniers avaient bloqué un envoi que j'avais fait parce ça venait du Vermont. Et ceux qui décident d'y vivre ne pourraient imaginer la vie autrement, dans un milieu si isolé et hostile. Et pourtant, d'autres complexes comme celui de Fermont ne risquent pas d'apparaître de sitôt. Les grandes compagnies minières qui viennent construire dans les villes où il y a un potentiel, qui viennent construire dans les sites où il y a des potentiels miniers, de moins en moins ont ce type d'intervention économique-là sur le milieu, préfèrent faire ce qu'on appelle du drive-in, drive-out ou du fly-in, fly-out, plutôt que d'installer des communautés. Faites des beaux bébés à grand-maman Bille. Il y en a qui ont passé peut-être quelques jours. Il y en a qui sont venus peut-être 5 mois. Il y en a qui ont dit « Ah, moi, je fais juste passer ». Mais il y en a que ça fait 30 ans qu'ils ont passé et sont encore ici. T'as toujours dit on vient 1 an ou 2. On verra après. Fait qu'après ça, on rajoute 1 an. On est bien. Tant qu'on est bien, on reste. Après ça, on n'est pas attaché ici dans le sens... là, évidemment, il y a une entreprise, c'est un peu différent, un peu plus long, mais autrement, c'était très serein en ce sens que... On vient ici, on s'amuse. Quand on s'amusera plus, on part d'ici. Si je fais l'inverse... Il faut vraiment que tu t'attaches à quelque chose ici. C'est ça que... Mais comme nous, ici, c'est la famille, c'est nos amis. On a beaucoup de personnes qu'on connaît. On s'attache à ça, on s'attache à nos activités aussi. Fait que ça fait que la vie est bien ici, là. Pour Joanie Simard, comme pour François Allary, c'est la proximité et l'accès à la nature sauvage qui attirent. Mais pour Laurence Turbide, c'est autre chose. Vivre à Fermont apporte ce que bien peu de Québécois possèdent. L'hôpital, pour de ça, j'attends pas des heures puis des heures, moi, à l'hôpital, là. On a eu des personnes âgées qui sont venues, ont été importées ici, si on veut, parce que les soins de santé étaient plus accessibles un peu. Quand j'ai de quoi qui va pas, je m'en vais, là, direct. Je suis soignée tout de suite, là. On a environ, peut-être 6 à 8 médecins, là, si ma mémoire est bonne. Mais moi, quand je vais au centre de santé pour un rendez-vous, j'attends à peu près une quinzaine de minutes et je passe, là. L'attente n'est pas vraiment longue.
Les aînés viennent se faire soigner et retournent au sud. Mais pas Madame Turbide. Je veux pas m'en aller, mais je veux pas m'en aller en route. J'aime ça ici. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime ça. C'était à refaire, je pense qu'il faudrait refaire ça. Et je pense aussi qu'on est encore... C'était comme ça au début et aujourd'hui, c'est encore un modèle. On a pris le concept le plus avancé au monde, celui de Ralph Erskine en Laponie, puis on l'a amélioré d'une façon dramatique. Chez moi, c'est Fermont. Quand je parle, chez nous, c'est Fermont. Ça, c'est... puis ça va être extrêmement difficile de sortir ça de mon langage. Oui. Oui. Non, j'oublierai pas Fermont. Jamais. Fermont, avant d'être une ville, est avant tout un mur. Une prouesse technologique et historique qui abrite plus d'1 millier de gens. Et tant que la mine donnera du fer, il y aura des nouveaux arrivants pour éviter le mur et élever leurs enfants sous les aurores boréales.